Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Trop de masques, c'est le constat en France avec des stocks de près de 40 millions de pièces. Via Vosges revient sur la situation. À Sarreguemines, va-t-on retrouver nos salles de cinéma dès le 22 juin? Réponse dans quelques instants. On fait le point sur la réouverture et les travaux en cours depuis plusieurs mois. La musique résonne à nouveau aux abords du Conservatoire de Sarreguemines. Les cours ont d'ailleurs repris ce matin. Marie-Morgane, salut. Salut Rani. Alors, quel était l'état d'esprit en ce jour de reprise ? Alors il y avait de la bonne humeur malgré les masques, on pouvait déceler les sourires des professeurs et des élèves. Ce matin on a suivi un cours de violon, le tout premier depuis la reprise. Alors forcément il y a quelques changements, il faut garder les distances. Il n'y a pas encore de cours collectifs pour le moment, mais la reprise est quand même une bonne nouvelle parce que au début du mois de mai, la mairie de Sarreguemines avait annoncé une réouverture seulement en septembre. Finalement les équipes ont réussi à tout mettre en place pour pouvoir accueillir à nouveau tout le monde dès aujourd'hui. Je rejoindrai tout à l'heure Olivier Ganet, le directeur du Conservatoire de Sarreguemines, pour avoir un peu plus d'informations. Il y a notamment des élèves qui devront encore passer des examens. Merci à toi et merci à Morane pour le cadrage. On revient vers vous dans quelques minutes. Et d'ailleurs, les réouvertures se succèdent sur le secteur. On en parle dans le Flash Info du jour. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Le parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim rouvrira finalement le 20 juin. Pressenti le 15 juin, la réouverture du parc aura finalement lieu ce samedi. L'entrée sera gratuite tout l'été jusqu'à la rentrée scolaire de septembre, à l'exception de l'exposition temporaire Bliesgo Nature Homme Histoire. Réouverture progressive des aires de jeu à Sarreguemines. Elle se déroule au fur et à mesure et devrait être totale en début de semaine prochaine. Sont déjà rouvertes aujourd'hui les aires de jeu du parc, du casino ou encore du Bourrols. À Bitche, la présence de chenilles urticantes entraîne une interdiction d'accès. La partie de territoire concernée est la zone boisée située sur l'emprise de la voie ferrée entre la rue des Prés, la rue des Jacinthes et la rue de Wissembourg. On parle d'invasion à cet endroit-là. La chenille processionnaire est un insecte susceptible de transmettre à l'homme et aux animaux domestiques des réactions cutanées, oculaires et internes. Voiture incendiée au centre-ville de Bitche. Un véhicule est parti en fumée cette nuit au centre-ville vers minuit et demi. Les causes de l'incendie sont encore inconnues. La voiture a été totalement détruite et l'agence immobilière située juste à côté a subi des dégâts de vitres et a des traces de brûlures suite à l'incendie. Le jeu du pays de Sarreguemines Beach est en préparation. Cet objet, dont la date de sortie est prévue en octobre, vous permettra de découvrir le territoire de manière originale. Vous trouverez à l'intérieur près de 550 questions et notamment des mimes, des devinettes, des photos et des cartes postales. On prend aussi la température avec les prévisions météo de demain. C'est parti. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, c'est une belle journée qui s'annonce pour demain. La matinée débutera sous un ciel bien dégagé dans lequel vous pouvoir se développer de belles éclaircies. En fin d'après-midi, quelques petites averses sont possibles. Côté température, les minimales iront de 9 à 11 degrés. Elles remontent l'après-midi avec 19 à 21 degrés au maximum. Demain, nous serons le jeudi 18 juin, nous fêterons les Léonces. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h39. Tout de suite, retrouvez Uranie qui vous annoncera la suite de nos programmes. Bonne journée à tous et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On retourne à Sarreguemines. Les professeurs et les élèves du Conservatoire de musique et de danse se sont retrouvés ce matin. Marie-Morgane et Morane ont participé à un cours. Reportage. C'est mieux déjà, il faut que tu dévisses encore un petit peu. Eva doit accorder son violon. Au sens propre, sa professeure Isabelle lui donne quelques indications, mais ne peut pas toucher son instrument. Un nouvel apprentissage qui fait partie des normes sanitaires mises en place. Seuls des cours individuels peuvent être organisés pour le moment et il a fallu changer d'anciennes habitudes. Le masque, il faut tout désinfecter. On peut
on ne peut pas, je veux dire, s'approcher. Antoine a 10 ans et joue du violon depuis 3 ans. Pendant le confinement, il s'entraînait toutes les semaines et pouvait suivre des cours en ligne avec Isabelle. Mais la retrouver à ses côtés reste un gros avantage. J'aime bien revenir ici pour jouer du violon. Ça t'avait manqué? Oui, beaucoup. On peut vraiment t'aider. Par vidéo, c'est pas pareil. On peut pas vraiment t'aider. Pour Isabelle aussi, c'est un réel plaisir de retourner dans sa salle de cours. Comme les 600 élèves et la trentaine de professeurs du conservatoire, elle n'y était plus retournée depuis le 13 mars. C'est nettement plus plaisant pour le professeur, les élèves ont l'air contents. D'ailleurs, ils ont presque tous choisi de revenir en présentiel. Là, si je veux corriger un petit peu une posture ou quelque chose comme ça, je fais le tour de mon élève, hop, c'est vite fait, il comprend tout de suite. Je peux prendre mon violon, lui faire un exemple, lui montrer un exemple. Enfin, voilà. Donc le cours, c'est plus vivant, plus réactif, plus rapide. Elle poursuit tout de même quelques cours en ligne pour 5 de ses élèves. Et Marie-Morgane est maintenant devant l'établissement pour nous donner plus d'informations sur la reprise. Et oui, maintenant je suis avec Olivier Gannet, le directeur du conservatoire municipal de Sarreguemines. Bonjour. Bonjour. Alors vous aviez annoncé au départ rouvrir les portes du conservatoire en septembre. Finalement il ouvre aujourd'hui. Comment ça se fait? Bien, en fait, le conservatoire, un petit peu comme tous les services, comme tout le monde dans tous les pays même, avait un peu peur. On ne savait pas trop comment ça allait se passer. Donc, souci de protection maximale, on avait prévu de faire ça. Il y a beaucoup d'établissements qui prévoyaient ça aussi. Et puis finalement, comme on constate que la pandémie diminue de manière importante, on s'est dit pourquoi attendre encore si longtemps, sachant que ce que nous reprenons, quand même, il faut le préciser, ce ne sont que les cours individuels. Donc dans chaque salle, il y a un professeur et un élève. On essaye de les mettre assez éloignés les uns des autres, quand c'est possible de porter un masque. Pour les instruments avant, évidemment, ce n'est pas possible, mais enfin, voilà, on fait au maximum comme ça. Et c'est vrai qu'avec cette distanciation et ce protocole sanitaire qui est respecté, ça pose vraiment pas de problème de reprendre, quoi. Et puis, c'était aussi important psychologiquement et pédagogiquement de revoir nos élèves en chair et en os, sachant que depuis 3 mois, ils ne faisaient que des cours en virtuel, par vidéo, par téléphone, etc. Ce qui est quand même pas essentiel plutôt ce qui n'est pas l'idéal pour la musique. Puis oui. Il y avait aussi les jeudis du conservatoire, voilà. Ça permettait aussi de garder un lien, c'était important de mettre ça en place? Tout à fait. Alors il y a aussi, il y avait encore pire que la musique, c'est la danse, parce que la danse par vidéo c'est vraiment très très compliqué. Alors effectivement ces vidéos ont été un petit succès, on va dire, on est très content d'avoir réalisé ça, les élèves ont vraiment joué le jeu, les profs aussi, et ça a donné une sorte de finalité quand même et de but de travail pour les élèves qui ont participé. Et on va faire la dernière version pour demain jeudi, et puis dimanche on prévoit aussi quelque chose parce que c'est la fête de la musique, alors on aura une fête de la musique virtuelle cette année. D'accord, donc encore une petite surprise qui arrive, et il y a certains élèves qui doivent passer des examens. Comment ça va se passer pour eux? Voilà, alors chaque année au conservatoire il y a beaucoup d'élèves qui ont des tests, des contrôles, les examens, ça dépend des niveaux, des âges, etc. Et donc cette année nous avons convenu que tout était soit annulé, soit les élèves passaient d'office, soit reportés pour les plus importants, pour ne pas les laisser passer comme les élèves qui entre guillemets ne mériteraient pas, n'auraient pas assez travaillé. Donc tout ça, ça va être reporté en octobre ou novembre. Par contre, il y avait quelques élèves, quelques cas, je crois qu'ils sont 7, qui nous quittent à la rentrée parce qu'ils ont eu le bac et ils vont faire des études à droite et à gauche. Donc ceux-ci, on voulait quand même pas les laisser partir sans un diplôme final important pour eux. Puis je dirais, c'est quand même une reconnaissance de la ville, puisque c'est même un diplôme municipal, que c'est au-delà du conservatoire, on va dire ça comme ça. Et donc c'est important qu'ils puissent partir avec ce petit document et cette sensation de réussite. De la mission accomplie, on va dire. Et donc on organise ces concours. Mais alors c'est pareil, ça sera un par un, ça sera avec des licenciations protocolaires, on va dire. Et c'est tout à fait à la fin, c'est-à-dire début juillet. D'accord, en tout cas on leur souhaite bonne chance, et si vous souhaitez vous inscrire au conservatoire, il est déjà possible de prendre rendez-vous ici au conservatoire. C'est l'un des projets qui fait parler de lui au centre-ville de Sarreguemines. Les cinémas forums s'agrandissent. On vous a déjà fait découvrir les débuts des travaux et on retourne aujourd'hui sur le chantier.
Quiconque passe devant le bâtiment des Cinéma Forum ne peut pas ignorer l'évolution du chantier. Côté rue, l'accueil et la façade sont encore en plein travaux. Mais c'est côté cour que les changements sont encore les plus visibles. Depuis le dernier passage de Mosaïque Cristal, une chape de béton a été coulée, les premiers pans de murs déposés. Désormais, on peut clairement se rendre compte de ce à quoi ressemblera cette nouvelle salle. Pour ne rien vous cacher, ça a été un très long cheminement pour en arriver là. Ça a quasiment un travail de 4-5 ans pour voir ces murs se dresser, cette charpente qui va venir, ce clos couvert qu'on nous annonce au plus tard pour le 29 juin. Donc beaucoup de satisfaction et encore plus de découvrir le volume à terme de par l'intérieur de cette salle. Pour rappel, cette salle qui sera la 9e sur ce site pourra accueillir 130 personnes. Ce ne sera donc pas la plus grande salle des cinémas, mais elle sera cependant dotée du plus grand écran du complexe. Équipée d'une nouvelle technologie de projection avec une source laser et d'un système de diffusion du son immersif, cette salle devrait apporter une toute autre expérience pour les spectateurs, de quoi faire saliver d'impatience les cinéphiles. Et l'impatience les gagne, car depuis le 14 mars, ils n'ont pas pu s'installer devant un film au cinéma. Les dernières déclarations du Premier ministre évoquaient la possibilité d'une réouverture le 22 juin, c'est-à-dire plus tôt que ce qui était initialement annoncé. Mais les équipes des Cinéma Forum ont décidé de se laisser un peu plus de temps. Jean-Marc Carpels nous explique pourquoi. Effectivement, nous avions mis à profit cette période de fermeture pour mettre des bouchées doubles au niveau de l'avancement de notre chantier. Et cette date, comme je vous le disais, on a été un peu surpris par l'annonce de cette date prématurée. Et du coup, on a pris l'option de rester fermé 15 jours de plus, ce qui nous laisse véritablement 15 jours de travail complémentaire pour rendre une partie du hall totalement accessible, tant en termes de fonctionnalité, de respect des distanciations sanitaires et de sécurité pour accueillir le public dans les meilleures conditions possibles. 300 repas par jour servis, et ce depuis plus de 30 ans. Le restaurant La Ruche Gourmande à Sarreguemines propose des repas préparés en grande partie par des travailleurs d'ESAT. C'est une structure qui offre un accès à l'emploi à des personnes handicapées. Après une fermeture forcée, le restaurant est aujourd'hui prêt à recevoir ses fidèles clients. C'est un reportage de Margot Dimpre et Yannick Sur. Fermé à la clientèle pendant le confinement, le restaurant La Ruche Gourmande a continué de servir les foyers d'hébergement du groupement 3S. Mais le contact avec le public, maillon essentiel de l'insertion sociale des travailleurs handicapés, a manqué. C'est donc avec une immense joie qu'ils ont repris une activité quasi normale dès le 1er juin. Ils étaient impatients de revenir et là toute l'équipe est de nouveau au complet avec nos clients qui commencent à revenir gérés par palier. Et on accueille depuis maintenant 15 jours d'ouverture, en moyenne une cinquantaine de clients par jour, qui sont bien évidemment heureux de revenir, de retrouver les hâtes et de retrouver la qualité de nos repas. Idéalement situé, le restaurant attire surtout les travailleurs des entreprises de la zone industrielle, dont les clients historiques, Peugeot et Renault. Il nourrit aussi les 160 travailleurs usagers de l'ESAT et propose un service de traiteur et de portage de repas. Derrière les fourneaux, une équipe de 20 personnes s'attelle à la préparation et au service des repas, sous la responsabilité du chef, Armando Pescrilli. On est content, c'est sûr que c'est un autre rythme quand le restaurant est ouvert et du coup on peut montrer aussi plus de choses aux usagers et transmettre le savoir-faire de la cuisine. Et puis aussi ils sont contents, ils sont très demandeurs de ces choses-là pour rencontrer des clients, ils adorent être au contact des clients, proposer et puis c'est leur fierté. Les règles d'hygiène sont les mêmes que dans tous les restaurants. Un marquage au sol indique de rester à 1 mètre les uns des autres. Les places en salle sont réduites à 120 couverts maximum contre 200 d'ordinaire. Les entrées et les sorties sont différenciées et le masque est obligatoire. La crise sanitaire a le mérite d'avoir engendré la mise en place d'un service de drive qui sera disponible du lundi au vendredi. Les menus sont disponibles sur la page Facebook Restaurant de la Ruche Gourmande. La seule chose que je demande, c'est que nos clients qui nous ont été fidèles parmi tant d'années, qui pensent à revenir parce qu'on a besoin d'eux. Bon appétit. Les prix attractifs, la qualité des produits et l'accueil chaleureux de toute l'équipe font le succès de ce restaurant. Bientôt, l'arrivée des beaux jours permettra d'ajouter une vingtaine de places en terrasse. La Ruche Gourmande, c'est l'adresse idéale pour tous les publics.
Un projet autour du patrimoine de Rimelin, une reprise au casino d'Amnéville et un stock de masques trop élevé en France. Voici les titres juste après la pub. Accompagnement et bons conseils, le Pays de Beach soutient la création d'entreprises. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Envie d'une nouvelle voiture ? Go-Car Bike, c'est plus de 25 ans d'expérience et une équipe de passionnés qui est là pour vous guider dans votre projet. Confiez-nous votre recherche personnalisée et qui sait, peut-être que votre bonheur se trouve déjà sur notre parc. Pour rouler l'esprit tranquille, optez pour nos solutions de financement avec extension de garantie jusqu'à 6 ans. N'attendez plus, venez nous rencontrer au 18 rue des Bouvreuils à Sarreguemines. Go-Car Bike, go! Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Toute l'équipe de la Maison Berre est heureuse de vous revoir en ville. Nous continuons à appliquer scrupuleusement les gestes barrières et avons maintenu notre service de livraison à domicile sur Sarreguemines. Soucieux de vous faire partager notre savoir-faire artisanal, tous nos produits sont faits maison. Vous êtes salarié ? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines, c'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Et maintenant, je vais vous mettre l'appareil auditif. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Ah oui, clairement, là, ouais. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. On en a manqué et maintenant on en a trop. En France, il faut écouler les stocks de masques qui s'élèvent à près de 40 millions de pièces. Le Vosgien Yves Dubief, PDG de l'entreprise Tentoré à Éloie, a été missionné par la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie pour travailler sur une stratégie de vente. Reportage. Ce sont près de 40 millions de masques qu'il va falloir écouler. Les usines textiles françaises ont fait face à la concurrence des masques jetables qui ont été importés. À cela s'ajoute la baisse de la demande. Les Français ont été équipés par leurs collectivités, leurs entreprises ou sont allés les acheter eux-mêmes. Il faut donc dégonfler ce stock de 40 millions de pièces. Yves Dubief, PDG de l'entreprise Tentoré à Éloie, nous explique ce chiffre. Le stock de 40 millions de masques se trouve au sein de 370 entreprises françaises qui sont implantées en France et qui ont produit ces masques en France. 250 sont des confectionneurs, 120 sont des fabricants de matières. Ils sont dans toute la France, pas que dans cette région des Vosges. Ça a représenté pas loin de 20 000 salariés. La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie Agnès Pannier-Runacher a confié cette mission des invendus au Vosgien Yves Dubief ainsi qu'à Guillaume Gibaud, fondateur de la Société du slip français. Ces deux ambassadeurs travaillent à une stratégie de vente vers tous les domaines, industrie, commerce ou services. On va cibler les grands acheteurs, les grands groupes, parce que quand il y a 40 millions de pièces, il vaut mieux aller trouver les grosses commandes, donc faire la promotion de ce masque et en donner les atouts qui
sont, outre le prix qui est comparable aux masques jetables, le côté Made in France, bien sûr, des emplois français, mais également un côté écologique puisqu'il est lavable, réutilisable et n'est pas jetable à usage unique. L'objectif est de regarder du côté des pays limitrophes à la France pour élargir le champ des acheteurs potentiels. Yves Dubief, qui est également président de l'Union nationale des industries textiles, souhaiterait que le secteur puisse bénéficier de conditions de chômage partiel aussi favorables que lors du confinement ou encore d'exonération de charges. Patrimoine local maintenant. Hier, Rimelin et la Fondation du patrimoine ont signé une convention de souscription. Un appel aux dons est lancé pour réhabiliter le mobilier de l'église qui est classé au titre de monument historique. Regardez. Mardi 16 juin à Rimelin, la municipalité et la Fondation du patrimoine signent une convention de souscription. L'objectif, faire un appel aux dons pour réhabiliter la chaire à prêcher et le retable du maître-autel de l'église, un mobilier sculpté par Jean Mastersteck au XVIIIe siècle, aujourd'hui classé au titre des monuments historiques. Ces monuments sont un peu endommagés et ont été recouverts d'une peinture un peu monochrome et donc on va retrouver les couleurs d'antan. L'appel d'offres a eu lieu, c'est une entreprise parisienne, cabinet Amélie Métivier qui a eu le marché, qui a déjà fait l'étude préalable il y a 3 ans. C'est quelque chose de très très pointu. Le coût de la restauration s'élève à 98 089 € hors taxe. La DRAC accompagne le projet et le subventionne à hauteur de 50%. Avec la campagne de souscription, la commune espère récolter 50 000 €, l'appel aux dons étant ouvert à tous. Chaque donateur peut d'ailleurs bénéficier d'une réduction d'impôt. C'est l'intérêt que la municipalité porte à ce projet et la bonne tenue du dossier qui ont convaincu la Fondation du patrimoine de le soutenir. Elle s'occupe avant tout de la logistique. C'est-à-dire présenter les dossiers aux subventionneurs éventuels, éditer les documents nécessaires pour la diffusion du projet et enfin rassembler les fonds nécessaires pour les remettre à la commune en complément de leur financement. Le dossier a été transmis à la Fondation du patrimoine le 27 janvier dernier, mais le projet a été initié il y a plus de 20 ans. Les travaux devaient démarrer en 1999. Il y a eu cette fameuse tempête. On a dû faire fi de l'opération, mais finalement c'était un mal pour un bien, parce que maintenant le dossier, moi je pense qu'il est encore mieux ficelé et mieux réfléchi qu'il y a 20 ans de cela. En 2020, le projet va enfin pouvoir se concrétiser. Début des travaux cet été. Les travaux vont démarrer le 24 août prochain et les travaux dureront à peu près jusqu'au 15 décembre. C'est-à-dire pour Noël, normalement les habitants du village auront un beau cadeau de Noël avec la restauration et les travaux terminés. L'appel aux dons se poursuivra au-delà de cette date. En effet, si vous ne pouvez pas donner cette année, vous pourrez encore le faire l'année prochaine. Après le mobilier, c'est une restauration totale de l'église qui est prévue avec assèchement des murs et mise en peinture. Des travaux à hauteur de 130 000 € hors taxe, financés à 30% par l'État. Rendez-vous au printemps 2021 pour le début du chantier. Direction Amnéville, le Seven Casino a rouvert ses portes le 2 juin et les clients sont ravis de retrouver leur machine à sous pour tenter de remporter le gros lot. Comment se porte le plus célèbre des casinos mosellans depuis le déconfinement? Reportage de Florian Tonizzo. Perdu, c'est toujours dommage. C'est après qu'on se dit j'aurais pas dû venir. Et on revient. On dit que la chance sourit souvent aux audacieux ou que 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ce matin, Marie-Pierre est venue pianoter sur les machines du casino d'Amnéville avec son mari, comme elle le fait depuis bientôt 10 ans. Après la période de confinement, elle est ravie de pouvoir à nouveau venir dans cet établissement, aussi bien pour le jeu que pour les rencontres. Oui, ça m'a manqué parce que j'aime bien parler avec les gens, tout ça, alors et moralement ça fait du bien. Des fois pas pour le porte-monnaie, mais mais ça fait avec, hein. C'est le jeu. Quelques dizaines de mètres plus loin, on retrouve Carmelo Michiche. L'ancien joueur du FC Metz tente sa chance à la roulette, mais cette fois version casino. L'occasion pour lui de se divertir avec son ami Philippe, supporter du FC Metz jusqu'au bout du masque. On vient une petite heure de temps en temps, 2-3 fois par semaine, se divertir un petit peu, en jouant très modérément. Je n'attendais pas spécialement la réouverture du casino, mais je pense que pour tout le monde, après 2 bons mois de confinement, je pense que ça fait du bien de pouvoir sortir un petit peu, d'aller boire un petit café, de voir sa famille, les amis, tout ça, etc. Quoi. Il était temps, quoi. Puis en espérant que le virus, d'ici quelques temps, qu'il disparaisse, quoi.
port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique et distanciation physique, le protocole sanitaire est respecté à la lettre. Côté machines, certaines ont été déplacées et d'autres sont séparées par des protections en plexiglas. Les jeux de table traditionnels sont en revanche fermés pour le moment, mais cela n'empêche pas d'attirer les clients puisque la fréquentation est plutôt bonne d'après le directeur de l'établissement. Le premier bilan qu'on peut faire, c'est un bilan financier avec une perte financière qui avoisine les 10 millions d'euros. Aujourd'hui, le second bilan qu'on peut faire, c'est le bilan de la réouverture qui est plutôt un bilan positif. On a en moyenne 1400 entrées sur un jour de semaine et on arrive avec 2000 entrées sur le week-end, donc ce sont de bons chiffres. Et pour rappel, avant la crise, le Seven Casino a tiré 3000 personnes sur une journée de week-end. On vous avait déjà présenté Vito Albanese, un ancien alcoolique qui raconte ses presque 40 ans de souffrance dans un livre. Avec son co-auteur Pascal Lefebvre, ils ont enregistré ce témoignage dans un livre audio. Reportage de Guillaume Dumonteil. Je réalise que son départ prématuré participe au même objectif que je me suis fixé. Que mon âme, que nos âmes se sont fixées pour dénoncer à leur manière le fléau de l'alcoolisme. Les mots sont ceux de Vito Albanese, la voix celle de Pascal Lefebvre. À travers leur travail, ces deux artistes dénoncent les ravages de l'alcoolisme sur la vie de la personne qui en est victime et sur son entourage. Vito Albanese sait de quoi il s'agit, lui qui a bu au-delà du raisonnable pendant une quarantaine d'années. Environ 500 exemplaires ont été vendus de la première édition de son livre L'Alcoolique. Une seconde édition est sortie il y a 2 ans, enrichie du récit de son adolescence où il était déjà fortement alcoolisé. C'est cet ouvrage que le co-auteur Pascal Lefebvre a enregistré dans ce livre audio. Vito pense qu'un film pourrait aussi être fait à partir de son témoignage. Si quelqu'un, un réalisateur, s'intéresserait à mon histoire, je ne veux pas être prétentieux, mais croyez-moi qu'il va être 10 fois plus ému. En attendant, le livre audio, le CD et la clé USB peuvent être achetés sur le site lizy.fr. Ils sont là. Ils sont beaux. Et c'est tout pour les titres de notre journal. On termine notre émission avec une petite sortie nature. Et cette fois-ci, c'est à la source Saint-Hubert, dans la forêt de Lemberg, que l'on vous emmène. Très bonne fin de programme et à demain. Une source aux vertus curatives au milieu de la forêt. Voici l'un des 3 rochers sculptés de Lemberg, la source Saint-Hubert, ou comme la tradition orale des bûcherons du secteur l'ont nommé, Baumhosenbrunne, la fontaine aux culottes bouffantes, faisant référence à la tenue d'un des personnages représentés sur le rocher. Même si aujourd'hui on ne voit plus que la partie basse du bas-relief, 2 divinités romaines ont été identifiées. Il s'agit de Sylvain, dieu de la forêt avec un bâton, et Diane, déesse de la chasse avec son arc et une tunique large qui fait penser aux culottes bouffantes que l'on portait dans la région. Autour d'eux, plusieurs animaux, des chiens, un sanglier et un combat de cerfs. Le bas-relief est daté du IIIe siècle et l'on attribuerait la perte de la partie supérieure de la sculpture à la christianisation trop zélée de la région. C'est aussi à ce moment qu'on lui a attribué le nom de source Saint-Hubert, patron des chasseurs. Mais pourquoi une telle œuvre en pleine forêt? Sans doute à cause de la source à ses pieds. Il est vraisemblable que les eaux de la source étaient depuis longtemps renommées pour leurs propriétés miraculeuses. L'eau coule toujours dans le bassin d'ablution. On imagine que la sculpture a été commanditée par un riche habitant de la région, en action de grâce, faisant de ce coin de forêt un lieu de dévotion. Aujourd'hui, la source Saint-Hubert est un bel endroit pour se poser et profiter d'un moment privilégié au contact de la nature. Plusieurs circuits balisés vous emmèneront à sa rencontre et vous permettront aussi de voir les autres merveilles cachées de cette forêt.